Bonjour à vous tous nos amis auditeurs de Qualita. Merci d'être fidèles au rendez-vous d'Au fil des pages tous les mardis à 11h40. Et aujourd'hui, nous recevons le docteur Guy Chawat. Bonjour Guy. Bonjour Yael. Vous permettrez que je ne vous appelle pas docteur ici. Nous allons parler tout à fait d'autre chose. Mais auparavant, j'aimerais quand même que vous disiez à nos auditeurs qui vous êtes, en quelques mots. Non seulement je permets que vous ne m'appeliez pas docteur, mais je souhaite que vous ne m'appeliez pas docteur parce que c'est un passé, certes récent, mais c'est quand même un passé. Alors que vous dire, effectivement, j'ai été chirurgien pendant de nombreuses années à Paris, et puis j'ai décidé, il y a environ 2 ans et demi, de réaliser un de mes projets qui est en même temps un rêve de jeune adolescent, qui est celui de continuer ma vie en Israël. Et donc il y a 2 ans et demi, je suis venu dans ce magnifique pays pour y vivre une vie pleine et entière en tant que nouvel émigrant. Et voilà. Et pleine et entière, je vous crois, parce que je sais que des gens sont là depuis 15-20 ans et continuent de s'entretenir en français, ne parlent pas un mot d'hébreu, alors que vous galopez sur les crêtes israéliennes du langage à une manière qui me surprend beaucoup. Oui, c'est une vraie volonté d'être là, israélien. Absolument, parce que je considère que l'intégration, alors bien évidemment, c'est une sorte de facilité à Tel Aviv, soit de se laisser aller à l'anglais, car quasiment la totalité des Israéliens parlent anglais, soit de se laisser aller au français, compte tenu de l'importance de la communauté française. Mais je considère que la réelle intégration dans un pays que l'on a délibérément choisi, j'insiste, que j'ai délibérément choisi, la réelle intégration ne peut passer que par l'apprentissage de la langue. Alors bien évidemment, je ne maîtriserai jamais l'hébreu avant la fin de ma vie comme j'ai pu maîtriser le français. Mon disque dur interne est formaté français, mais je vais essayer de faire une très discrète partition et de consacrer cette partition à l'hébreu. Alors aujourd'hui, vous allez quand même rester sur le français et vous êtes là pour nous parler lecture, littérature et nous en faire savoir un peu plus sur vos goûts. Et nous nous sommes un peu entretenus de cette émission et vous m'avez parlé d'ailleurs vous m'avez parlé de sujets très intéressants qui font que peut-être à la rentrée, si vous en êtes d'accord, je vous réinviterai. Mais aujourd'hui, je voudrais savoir quelle est la lecture que vous recommanderiez d'emblée comme ça tout de suite parce qu'elle vous a marqué. Si c'est la lecture pour laquelle nous allons nous entretenir aujourd'hui, ce n'est pas une lecture récente, puisqu'en fait, c'est un ouvrage de Pierre Badinter qui a été édité Robert Badinter, pardon, excusez-moi Yael. Robert Badinter qui a été édité il y a 30 ans, en 1989. Et si mon souvenir est exact, j'habitais dans la périphérie de Sarcelles, qui a été la ville qui m'a vu grandir. Il avait été reçu à Sarcelles, je crois que c'était à l'occasion d'une réception du Bnei Brit, pour présenter, dans le cadre du bicentenaire de la Révolution française, son ouvrage qui était Libres et égaux, ou qui est une histoire de l'émancipation des Juifs de France. Alors, pourquoi 30 ans plus tard exhumer ce livre ? C'est la question que l'on pourrait peut-être se poser, pour 2 raisons, qui sont totalement différentes l'une de l'autre. La première des raisons est cette notion de citoyenneté, cette notion d'appartenance à une nation, qui a été soulevée, puisque maintenant je m'intéresse de beaucoup plus près à la vie politique israélienne, qui a été soulevée par cette fameuse loi État-nation, qui a été votée à la Knesset il y a quelques mois, et qui m'a interpellé sur les réactions qu'elle avait suscitées dans la classe politique israélienne. La deuxième raison, et ce fameux mouvement des Gilets jaunes qui s'est déroulé il y a quelque temps en France et qui continue, et au cours duquel on a vu une déviance ou une déviation de ce mouvement initialement sans rapport avec la problématique, et particulièrement ces propos tout à fait insultants qui ont été proférés à l'encontre de Filkenkraut, d'étrangers, va chez toi, pars chez toi, etc., etc. Et donc je me suis dit, tiens, je vais exhumer ce livre et je vais relire ce petit bouquin qui se lit extrêmement rapidement, qui est un petit bouquin d'environ
230 ou 240 pages. Et raison pour laquelle, je vous ai dit, le bouquin que j'ai lu très récemment est celui-ci. Je vous ai également dit qu'hier, j'étais en train de lire un autre, mais dans un tout autre domaine. Oui, mais dites-nous 2 mots quand même. Alors, je suis en train de lire, excusez-moi si je ne me souviens pas du nom précis de l'auteur, mais il s'agit, je crois, d'un professeur d'islamologie à l'Université hébraïque de Jérusalem. Je ne me souviens pas du nom, vous m'en excuserez, mais le titre sont « Les Juifs dans le Coran ». Et c'est extrêmement intéressant. On prend date pour la rentrée ? On prend date pour la rentrée, comme on dit ici, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Alors très bien. Alors revenons un petit peu à Robert Badinter et l'émancipation des Juifs sous la Révolution française. Pour un petit peu éclairer nos auditeurs, je vais juste citer, parce qu'on n'aime pas trop citer dans une émission, ça prend du temps, mais quelques mots qui expliquent pourquoi lui-même il le dit, donc qu'il s'est placé dans la droite ligne de l'après-révolution, et même d'abord de l'avant-révolution, et qu'il arrive après ça. Et je veux dire qu'il fait référence au fait que ce qui s'est passé pendant la Révolution était absolument nécessaire, ne pouvait pas être contourné, et qu'il revient là-dessus. Donc il dit « Rien, à dire vrai, ne me prédisposait à m'attacher à l'histoire de l'émancipation des Juifs sous la Révolution. Jusqu'au jour où, suivant pas à pas Condorcet, je rencontrai une délégation de Juifs conduite par maître Godard, venant demander en janvier 1790 à la Commune de Paris de soutenir leur cause auprès de l'Assemblée nationale. Il y avait donc eu sous la Révolution, au sujet de la citoyenneté des Juifs, discussion, résistance et bataille politique. Et ça me paraît important parce qu'il explique donc que ça nous est pas tombé comme ça parce que quelqu'un a dit bon allez les Juifs on va les intégrer. Il y a eu des discussions, il y a eu des affrontements, il y a eu des déchirements, il y a eu tout cela avant que l'on puisse dire, on connaît bien sûr tous l'intervention de l'abbé Grégoire, avant qu'on puisse dire les Juifs de France sont des Juifs français. Absolument. Et c'est plus que des affrontements. Puisque, en fait, l'abolition des privilèges, suivie quelques jours plus tard par l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, comme vous le savez, Yael, les droits de l'homme avaient à cette époque un sens restrictif dans le cadre du genre, puisqu'il s'agit des droits de l'homme en tant qu'homme et non pas d'homme avec un grand H. J'ai l'impression que vous avez bien compris que ça me titillait cette histoire-là. Évidemment, mais c'est évident. Puisqu'en fait, ce n'est que 160 ans plus tard que la France va donner le droit de vote aux femmes. Oui. Et ça se passe dans le mois d'août 1789. L'émancipation et l'octroi de la citoyenneté juive à part entière à tous les Juifs de France va se faire quasiment 2 ans après, plus précisément, me semble-t-il, 25 mois après, puisque cela sera en septembre 91. Mais pourquoi est-ce que je parle de l'émancipation et de l'octroi de la citoyenneté à tous les Juifs de France ? Parce que, en fait, il n'y avait pas un groupe homogène de Juifs de France. Il y avait un groupe extrêmement hétérogène, avec des droits également extrêmement hétérogène. Il y avait une population juive que l'on qualifiait de séfarade, qui était cette population juive bien assise dans le royaume de France et qui était dans la région de Bordeaux et pour une petite partie d'entre elles dans la région de Bayonne. Cette population juive se distinguait complètement, absolument complètement, de la population dite ashkénaze, qui, elle, était plutôt une population de l'Est de la France, et une population des évêchés de Tours, de Tulle et de Nancy. Et il y avait un fossé culturel, je dirais, entre ces deux populations. Il y avait également, je dois vous dire, et c'est très important, je l'oublie, excusez-moi, mais il y avait les Juifs du comtat vénessin, les Juifs du pape, et il y avait à peu près 500 Juifs à Paris, pour beaucoup d'entre eux venus
de la population juive de Bordeaux, de ce que l'on appelait les séfarades. Juste à titre indicatif, et sans trop utiliser les chiffres, le royaume de France à l'époque c'était 28 millions d'âmes, les juifs c'était 50 millions d'âmes. 50 000 âmes. Et donc en fait, de ce fait, quand vous parlez de la revendication juive, c'est une revendication extrêmement hétérogène. Oui, vous l'avez très bien montré, c'est vrai. Et l'octroi de la nationalité les a tous mis sur le même plan au regard du législateur. Ça n'a pas effacé les différences, mais au regard de la loi, ils étaient tous égaux et ça, c'était important. Mais moi, je voudrais savoir, parce que c'est autour de vous que tourne l'émission, vous avez exhumé ce livre qu'on voit là derrière vous, Libres et égaux, donc paru en 1989. Qu'est-ce que vous cherchiez ? Qu'est-ce que ce livre vous a laissé d'important ? Ce que je cherchais, c'était la notion, la recherche, ou du moins l'exhumation dans ma mémoire de la notion de citoyenneté, la notion de nationalité et la notion de peuple. La loi qui a été votée il y a quelques semaines à la Knesset sur l'État-nation... Vous pouvez en dire un mot, parce que tout le monde n'est pas au courant. C'est une loi qui a été votée par la Knesset il y a quelques semaines, qui reprend grossièrement tous les éléments fondamentaux de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, donc de 1948, déclaration faite par Ben Gurion, mais qui a suscité un certain nombre d'interrogations et de vives critiques de la part d'une partie de la population israélienne sur la non-précision de l'égalité de tous les citoyens israéliens, en fonction particulièrement de leur origine ethnique ou de leur religion. Et c'est cette problématique de citoyenneté, cette problématique d'égalité, cette problématique de nation, cette problématique de peuple, et puis les problèmes qui sont à l'heure actuelle les problèmes des Juifs en Europe occidentale, qui m'ont incité à exhumer ce livre et à réétudier quels étaient les combats qui avaient été ceux des Juifs durant cette période de la Révolution française, pour un certain nombre de points que l'on peut réactualiser. On peut les réactualiser très largement, plus de 200 ans après. Oui, vous avez raison. D'autre part, il faut dire que ce livre est très facile à lire et il n'a pas d'âge. Vous avez raison, c'est vrai. Et c'est ça qui m'a intéressée lorsque nous avons parlé, et c'est ça qui a concrétisé mon invitation, c'est que ce livre n'a pas d'âge. Comment on a vu la semaine dernière dans l'émission précédente que certains livres, et on parlait à ce moment-là de Belle du Seigneur et du livre de ma mère de Cohen, n'ont pas d'âge non plus, alors que d'autres ne tiennent plus sur la durée. Libres et égaux de notre ancien ministre Robert Badinter, qui a donné à la France cet honneur de supprimer la peine de mort. La peine de mort. J'ai envie de dire c'est un juif qui a permis qu'en France on supprime la peine de mort. C'est un peu primaire ce que je dis, mais je sais pas pourquoi, moi ça me rend fière, alors tant pis, je le dis. Bien sûr, non, bien sûr. Et puis l'individu est également quelqu'un de tout à fait admirable et respectable. Oui. Et justement, dites-moi Guy, comment est-ce que nous avons parlé également nous en sommes venus à parler ensuite de personnages qui au départ sont si différents, de Dreyfus, le capitaine Dreyfus, et de Théodore Herzl. Et là, je crois vraiment, j'ai beaucoup envie d'entendre ce que vous allez nous dire, parce que quel serait selon vous le lien entre eux ? À l'origine, aucun. Oui. Et je vais même plus loin. Dans la citoyenneté et dans l'intégration des Juifs dans ces deux nations, il n'y a quasiment à l'origine que très peu de communautés. Pourquoi ? Parce que le processus d'émancipation des Juifs dans l'Europe occidentale, et on va parler un tout petit peu de l'Europe centrale avec l'Autriche-Hongrie, la maison des Habsbourg, totalement différent. L'Autriche est très en avance.
l'intégration qui va aller jusqu'à l'assimilation des Juifs autrichiens est très en avance par rapport à celle de France. Quant à celle d'Allemagne, vous connaissez les noms de Mendelssohn, de Moses Mendelssohn, grand-père du célèbre compositeur. Et là également, avec ce mouvement qu'on a appelé le mouvement de la Scala, il y a une différence significative dans la progression de cette assimilation et de cette intégration. Donc en fait, ce sont deux individus que rien n'appelle à se rencontrer, que l'histoire n'a de commun en eux que leur appartenance juive, à la religion juive, et l'on voit débarquer au moment de cette affaire Dreyfus un individu qui s'appelle Theodor Herzl, et qui, de par son origine nationale, on peut même se demander s'il savait ce qu'était être juif ou appartenir au judaïsme. Et il se trouve confronté à ce déchaînement de haine à laquelle il assiste en tant que reporter d'un journal viennois. Il assiste à la dégradation du capitaine Dreyfus dans la cour de l'école militaire, et il voit devant lui se déchaîner cette foule qui crie « Mort aux Juifs !» Et là, c'est la grande interrogation, c'est la grande interpellation. C'est quelque chose qui lui semble quasiment extraterrestre. Et va se créer tout ce processus qui va aboutir à ce que nous soyons en train de nous en tenir à l'heure actuelle dans les studios de Kalita à Tel Aviv. Donc, cette liaison entre les deux est extrêmement bizarre. Un juif ashkénaze, Dreyfus, puisque sa famille est une famille de la France de l'Est, oui. Et un juif autrichien qui n'a de juif peut-être que, je dirais, un inconscient. Oui, il faut préciser, je crois, qu'il est né... il n'est pas né en Autriche, Theodor Herzl. En Hongrie, je crois. Oui, il est né à Budapest et il a perdu très tôt sa... non, je ne suis pas sûre de ça, mais par contre, ce dont je suis sûre, c'est que son père était ce qu'on appelle aujourd'hui un juif réformiste. Donc, oui. Effectivement, pas grand-chose à voir avec une famille juive orthodoxe dans la pratique quotidienne. C'était très différent. Il est, comme vous l'avez indiqué, journaliste, reporter. Et c'est cela, je crois, qui explique le choc. Parce que c'est d'un choc, vous avez raison de le souligner, qu'il s'agit lorsqu'il entend qu'on crie mort aux Juifs au moment de la dégradation, de la déchéance du capitaine Dreyfus. Et de son côté, lui, il avait déjà réfléchi à... Je ne sais pas si on peut dire un État juif, mais il réfléchissait en tout cas à l'émancipation dans son ensemble des Juifs. Et il y a deux écoles, et vous allez nous en parler un peu plus. Il y a l'école qui dit que c'est l'affaire Dreyfus qui a décidé Herzl à changer d'avis pour dire c'est dans notre État qu'il faut aller, c'est sur la terre juive qu'il faut aller, ni au Congo, ni en Ouganda. D'autres disent que ce n'est pas vrai parce qu'il ne l'a jamais écrit, mais d'autres disent qu'ils l'ont dit. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment important de savoir, parce que je pense que de toute manière, les ramifications et les influences, elles sont là quand il y a des histoires pareilles qui se passent. Mais vous-même, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pire que ça, Yael. Ah, dites-moi. C'est pire que ça. Lorsqu'il a le traumatisme de cette dégradation du capitaine Dreyfus et la vision matérielle, factuelle, de la haine du juif venant d'une nation qui est à l'origine de la Déclaration des droits de l'homme, qui est la France, il est interpellé par quelque chose qui était interpellant. C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il y a un problème juif. On peut se poser la question, d'ailleurs, lorsque l'on a l'éducation et les origines d'Herzl, se poser la question de savoir pourquoi y a-t-il un problème juif. Mais enfin bon, on n'est pas là pour ça et nous n'avons pas suffisamment le temps. Il est à ce moment-là témoin de l'existence d'un problème juif. Et dans un premier temps, Yael, il n'est pas dans son idée de régler ce problème juif par la création d'un État juif.
la rédaction de son bouquin L'État juif de Judenstaat n'est pas dans son idée. Et quand je dis c'est pire que cela, c'est que dans l'idée d'Herzl, l'une des premières idées d'Herzl, un peu un visionnaire un peu farfelu, un peu foufou, parfois, quelquefois, il s'est adressé au pape. Oui. Il s'est adressé au pape pour tenter de résoudre la problématique du problème juif par la disparition des juifs, non pas physiquement, mais religieusement. Donc, en fait, dans un premier temps, sa démarche n'a pas été une démarche nationaliste en tant que telle, c'est-à-dire qu'il ne reconnaissait pas, il n'a pas vu que les Juifs pouvaient constituer une nation. J'ouvre une parenthèse et peut-être allons-nous la réouvrir un tout petit peu plus tard. Ce qui a posé problème, cette nation juive, a posé problème à l'Assemblée constituante révolutionnaire française de 1789. Donc il n'a pas pris cela comme étant une possibilité. La revendication nationaliste, l'autodétermination du peuple juif du fait de ces différents problèmes en Europe. Mais ce qu'il faut savoir également, à mon avis, c'est que cette autodétermination, cette volonté à l'autodétermination, intrinsèquement, il faut rendre une vérité historique à tous ces jeunes juifs bercés par les idéologies marxistes de la fin du XIXe siècle, ayant souffert de terribles pogroms, en particulier en Russie, et les fameux pogroms du début de 1880, de 1881, qui leur font prendre conscience de l'acuité du problème juif et de l'impérieuse nécessité d'une autodétermination des Juifs à l'intérieur d'une entité territoriale qui fait que ces jeunes Juifs, bien avant Herzl, puisque je vous rappelle que Dreyfus est 1894, que ces jeunes Juifs, bien avant Herzl, vont aller immigrer en Palestine. Donc voilà, sur Herzl, il a eu une vision au début que l'on peut maintenant, avec plusieurs dizaines d'années plus tard, qualifier de très farfelue. Allez voir le pape. Et bien évidemment, fort heureusement, le pape n'a pas donné suite à cette demande que l'on peut qualifier de farfelue. En effet. Mais tout de même, ils se ressemblent tout en étant si dissemblables, ces deux hommes. Qui donc ? Pardon, oui, je ne suis plus avec le pape, là je suis avec Herzl et Dreyfus. Est-ce que vous pouvez sentir, je ne sais pas comment l'exprimer, mais la force de caractère et l'engagement et la limpidité, je dirais, du capitaine Dreyfus et la force de conviction d'Herzl qui va finir par l'écrire, son livre sur le foyer juif, il me semble qu'ils sont frères en volonté, en s'assumant en tant que juif, justement. Je veux dire qu'à aucun moment Dreyfus n'a renoncé au fait qu'il soit juif, pas plus que Théodore Herzl, mais en même temps ça ne les a pas aveuglés. Ils ont quand même continué à avancer tous les deux sur un terrain très difficile finalement. Ils sont incontestablement frères par leur judaïté. Ils ne sont peut-être pas frères par leur comportement, je dirais, politique. Les deux vont appartenir, pour Herzl à son corps défendant et pour Dreyfus avec son acquiescement complet, ils vont appartenir à deux courants de l'évolution du peuple juif en diaspora. Il y a, si vous voulez, si l'on voulait résumer cela, il y a deux éléments qui sont importants. On pourrait dire, par exemple, quelle est l'évolution du peuple juif, du shtetl ou des ghettos, pour, par exemple, un événement qui a été extrêmement récent, qui est récent en Israël, au Yom Ha'atzmaut. On va avoir une diaspora juive qui va s'instaurer vers l'an 135 de notre ère, qui va se disperser un peu partout. Et ces juifs vont être, on fait très résumé, parce qu'on ne peut pas
en quelques minutes. Voilà. Et ces juifs vont être ostracisés tout à la fois en Europe centrale, dans les ghettos, mais également, et on a tendance à l'oublier, les Nord-Africains ont tendance à l'oublier, mais également dans les pays arabes. Que ce soit au Maroc où il y avait les Mellah, ou que ce soit en Tunisie et à Tunis où il y avait ce que l'on appelle les Haras, ce n'était rien d'autre que des ghettos. Et à l'intérieur des juifs européens, il va y avoir des juifs, la Scala par exemple, qui va considérer que le meilleur moyen est l'intégration, l'assimilation. Pas la même chose. Pas la même chose. L'intégration, l'assimilation, pas obligatoirement par la conversion, comme l'a fait par exemple la famille Mendelssohn, mais par le fait que la religion devienne un exercice strictement privé à l'intérieur de la famille. À côté de cela, il va y avoir, surtout à la fin du XIXe siècle, un mouvement qui, lui, ne bénéficie pas de ce processus potentiel d'émancipation qui est celui de l'Europe orientale, c'est-à-dire la Russie, Pologne, etc., qui, eux, vont basculer dans la revendication politique. Et donc, en fait, tout en étant frères, Dreyfus et Herzl sont les exemples de cette divergence de vues. Dreyfus, c'est « je suis un juif français » ou un français juif, comme vous voulez, choisissez. Ça dépend si vous voulez parler en français ou en hébreu, d'une lecture de droite à gauche ou de gauche à droite. Et il y a Herzl qui, lui, à un moment, va dire non, il faut une solution nationale. Et donc, de ce fait, là, il y a une grosse divergence. Malheureusement, les Juifs d'Europe qui vont croire en ce processus d'assimilation vont connaître, à peine moins de 100 ans plus tard, un tragique destin. Très tragique. Et malheureusement, c'est là-dessus que nous devrons conclure notre entretien, Guy Chawad. Je vous remercie d'avoir accepté d'être mon invité. Je vous salue tous là-bas, de l'autre côté de l'écran. Retrouvez-nous pour Au fil des pages tous les mardis à 11h40. Merci à vous tous. Merci à Sarah, de l'autre côté de la vitre, aussi compétente que belle. Ça fait toujours très plaisir de la retrouver. Et à très vite. Merci. Au revoir, Guy. Au revoir, Yael, et merci à vous.